Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. Les lundis de la primaire avec Manuel Valls, qui est donc l'invité de Fabienne Amias tout de suite et qui répondra ensuite à vos questions au 39 21. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Donald Trump dénonce ce matin dans un entretien accordé à plusieurs journaux de la presse européenne l'erreur, je le cite, catastrophique commise par Angela Merkel sur sa politique d'ouverture aux migrants. Ce sont des mots plus durs que ceux que vous avez employés, mais ça correspond à votre position, que vous avez d'ailleurs à nouveau défendue hier soir lors du deuxième débat de la gauche. C'est pas étonnant qu'un candidat de gauche et Donald Trump partagent la même position? Non, d'abord, remettons les choses clairement. Donald Trump s'exprime d'ailleurs d'une drôle de manière. Première interview porte sur l'Europe, sur une critique de l'Europe, alors que lui-même est engagé dans une politique migratoire vis-à-vis du Mexique, dont on voit bien qu'elle est le fruit d'une campagne particulièrement dure, particulièrement absurde, particulièrement démagogique, sur la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. En tout cas, pour ce qui concerne l'Europe, nous devons évidemment bâtir une politique solide, sérieuse, à la fois d'accueil des réfugiés et en même temps de protection de nos frontières. Mais ce sont des sujets, Fabienne Amias, qui nécessitent toujours du temps pour les expliquer. Rappelons que d'abord, les solutions sont en Syrie et en Irak. Qu'il y a des millions de réfugiés qui sont dans des campements en Jordanie, en Turquie et au Liban, et que nous devons apporter des solutions militaires et politiques, diplomatiques en Irak et en Syrie, et que la solution aux questions de migration se joue aussi en Afrique. Et c'est pour cela que je propose un pacte puissant entre l'Europe et l'Afrique, parce que l'Afrique est le continent de demain. Manuel Valls, en Europe, puisque c'est notre sujet, vous l'avez dit hier soir à nouveau, l'Europe, ce sont des frontières. Il faut plus de frontières en Europe. Est-ce que, je vous pose une question telle qu'elle peut se formuler quand on vous écoute hier, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a trop de réfugiés en France, trop d'immigrés en France, qu'il y a un côté Europe passoire? Non. Il y a un risque, c'est que si l'Europe ne se protège pas, ses frontières, c'est Schengen, c'est la libre circulation des personnes au sein même de l'espace européen, au sein de l'Union européenne, qui sera mise en cause par les peuples d'abord, qui demanderont des comptes, bien sûr, aux dirigeants. La France a pris sa part. Et moi, je suis fier qu'elle ait pris sa part. C'est l'honneur de la France, c'est la fierté de la gauche d'avoir pris sa part. Et je ne veux pas... Mais ça suffit maintenant? La part est prise, il faut maintenant durcir, fermer les frontières? Faisons attention à préserver ce droit majeur, ce droit universel, ce droit conventionnel qu'est le droit d'asile. Si nous confondons droit d'asile et migration, si nous confondons réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont droit à la protection, et ceux qui viennent pour des raisons économiques, nous allons mettre en cause le droit d'asile. Par exemple, en 2016, vous parlez du droit d'asile, il y a eu 85 000 demandes de droit d'asile. Est-ce qu'elles sont toutes recevables pour vous? Est-ce qu'il faut... Même, on peut aller jusqu'à une proposition de quotas, comme l'a évoqué François Fillon cette semaine. Est-ce qu'il faut des quotas? Ce sont deux choses différentes. 85 000 demandeurs d'asile, en effet, en 2016, 10% de plus qu'en 2015, ça veut dire que c'est maîtrisable. Et en fait, on est à 100 000 si on rajoute les 15 000 demandeurs d'asile qui sont dublinés, enfin qui correspondent à la convention de Dublin. C'est un peu compliqué, n'allons plus loin. Retenez le chiffre de 100 000. Nous avons décidé de prendre aussi notre part, d'accueillir sur 2 années 30 000 réfugiés d'Irak et de Syrie. Nous en sommes aujourd'hui à 5 000. Parce que ce sont des processus longs, que ce sont des processus lents, parce que chaque personne doit être connue. Donc nous irons jusqu'au bout. Et puis, il faut à tout prix que l'Europe se dote de tous les moyens. C'est le rôle de Frontex pour la surveillance de ses frontières. Et je propose aussi une agence européenne de l'asile. Mais j'ai, comme ministre de l'Intérieur et comme Premier ministre, et demain, je l'espère, comme président de la République, à cœur de toujours préserver ce droit d'asile. J'ai donné les moyens à l'OFPRA pour examiner beaucoup plus rapidement ces demandes d'asile. Et je rajoute un élément, c'est que aujourd'hui, il y a 40% de ceux qui demandent l'asile qui sont protégés. Pas 5%, comme dit Madame Le Pen, 40%. Et les Syriens, les Irakiens, les Érythréens, une partie des Afghans qui demandent l'asile, eh bien, auront cet asile, sont protégés. C'est l'honneur de la France, accueillis dans des centres d'accueil et d'orientation, et ensuite intégrés. C'est tout ce que nous souhaitons, avec des moyens nécessaires dans la société française. C'est ça, une politique
à la fois généreuse D'un et mot, responsable. D'un mot, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut des quotas? Alors là, on ne parle pas des demandeurs d'asile, mais pour l'immigration économique, oui ou non? Mais nous n'avons pas besoin aujourd'hui de ces quotas. Il y a combien de travailleurs étrangers, combien de migrants qui viennent pour le travail en France tous les ans? Très peu, 14 000. Le reste de l'immigration est lié au regroupement familial. Arrêtons ces fantasmes. Autant il faut lutter contre l'immigration clandestine, ces passeurs, ces filières qui exploitent la misère humaine. Autant aujourd'hui, je pense que nous maîtrisons et nous devons continuer à maîtriser. Mais il y a des débats. On ne peut pas ouvrir indéfiniment les frontières. Il faut de la maîtrise, de la concertation. Et quand j'avais émis une critique sur la politique de l'Allemagne, c'est parce qu'il n'y avait pas eu, je veux le rappeler, de concertation avec le reste de l'Union européenne. On vous a entendu, Manuel Valls. Le débat, hier soir, est-ce que vous, pour le résumer, est-ce que vous diriez que la primaire de la gauche, c'est une sorte de concours de personnalité, que vous avez tous un patrimoine idéologique commun et qu'on vous choisira sur des critères de personnalité, ou, si vous arrivez au second tour, que ce sera la confrontation entre deux gauches, une gauche plutôt d'ordre, mais aussi davantage sensible à l'ouverture économique que vous incarnez, et puis la gauche, on va dire, pour schématiser, celle de Hamon, Montebourg, plus protectionniste, plus fermée que la vôtre. La primaire doit désigner, et c'est en cela qu'elle doit être une réussite, un candidat à la présidence de la République. Ça, on avait compris. Oui, mais à partir d'une forte mobilisation, ça c'est la clé. Il faut que plusieurs millions de Français viennent participer, faire ce choix les 22 et 29 janvier prochains. Vous êtes optimiste là-dessus? Il y aura beaucoup de monde pour venir voter dimanche? Je le crois, et je crois que les Français ne veulent pas se laisser imposer un choix, qu'ils veulent participer, se saisir de leur destin, des débats de qualité. Il y a évidemment beaucoup de points de convergence, heureusement. Et d'ailleurs, plus on parle de l'action engagée depuis 2012 sur l'école, l'environnement, la lutte contre le terrorisme, la politique de défense, la diplomatie, on voit qu'il y a des points de convergence. Et puis, il y a forcément des points de divergence. Il y a peut-être le point de divergence majeur, c'est la question du courage. Et d'une certaine manière, sur les questions que nous venons d'évoquer... Hamon et Montebourg, ils ne sont pas courageux? Non, ne me faites pas dire cela. J'essaie de comprendre ce que vous venez de dire. C'est le courage de la vérité face aux Français. C'est le refus de la démagogie. Il y a forcément de la générosité dans certaines propositions. Mais sur certains points, nous savons que nous ne pourrons pas mettre en œuvre ces engagements. Sur les migrants... Par exemple, vous pensez au revenu universel de Benoît Hamon? J'y viens. Sur les migrants, ouvrir les frontières, ça n'est pas réaliste. Au moment où il faut à la fois... On l'a dit. Au moment où il faut à la fois continuer le redressement de la France et il faut engager la refondation de l'Europe. Il en va de l'avenir de l'Europe. Et sur, en effet, le rapport au travail. Moi, je propose une société du travail. Le travail, c'est la dignité. Et tout soutien, toute solidarité doit être liée à l'insertion et au travail. Et la proposition que je fais de revenu décent, 850 € par mois, mais sous condition de ressources, individualisées, qui concernera aussi les jeunes de 18 à 25 ans, ce revenu décent est lié au travail. Voilà une différence très importante. Ce n'est pas uniquement une différence entre 8 à 9 milliards et 350 milliards. Ça, c'est impossible à mettre en œuvre. Mais c'est une certaine conception du travail. Et la gauche, elle doit toujours avoir cette relation, elle doit se confondre avec justement, le travail. Manuel Valls, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez du travail et de la différence qu'on peut voir avec Hamon et Montebourg sur ces sujets. Et on voit bien la différence qu'il peut y avoir aussi dans une perspective là, de candidature à la présidentielle. Je sors de la primaire avec un autre candidat éminent de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Mais sur le fond, qu'est-ce qui vous sépare d'un Emmanuel Macron qui dit encore à Lille samedi après-midi « Je suis le candidat du travail ». Qu'est-ce qui sépare votre gauche de celle de Macron? On l'a bien vu pour les autres candidats à la primaire, on le voit bien pour Mélenchon, on ne le voit pas du tout pour Macron. Moi, je me situe au cœur des progressistes. C'est-à-dire de tous ceux qui ont assumé les responsabilités. Bien sûr, je veux rassembler la gauche, je parle des électeurs, pas des responsables politiques, pour rassembler ensuite les Français. Et il faut réussir d'abord cette étape essentielle, c'est-à-dire la primaire, avec les conditions que j'évoquais, c'est-à-dire d'abord la participation et ensuite un choix clair. Alors allons au-delà maintenant, allons sur la campagne présidentielle. Vous voulez aller au-delà parce que vous franchissez très vite, bien sûr, les étapes. Mais je me place dans l'hypothèse que vous avez évoquée hier soir, où vous dites vous voulez gagner la primaire. Alors soyons dans cette hypothèse. Pourquoi je cite les progressistes? Parce qu'ils ont assumé les responsabilités. Je connais Emmanuel Macron. Je vois bien que vous voulez en permanence nous ramener à ce débat.
Mais j'ai 2 désaccords avec lui, même s'il faudra réunir tous les progressistes. Et je suis convaincu que la primaire créera les conditions d'une force et d'un élan. J'ai 2 désaccords. Je pense que la France n'est pas un pays libéral au sens économique. C'est pas un pays libéral. C'est d'ailleurs la grande erreur de François Fillon. On le voit bien avec sa proposition de démantèlement de la sécurité sociale et avec ces 500 000 fonctionnaires qu'il veut supprimer et qui mettraient à mal les solidarités. Pardon, mais en quoi est-ce qu'il incarne une candidature plus libérale que la vôtre ? Il y a des propositions globalement communes, baisser les charges sur les salaires, augmenter les revenus salariaux, aligner le RSI sur le régime général. Ce sont des propositions qui sont les siennes, mais qui sont aussi les vôtres. Mais nous verrons au moment du débat. Je parle de la philosophie, de la conception qui est la sienne. Et ensuite, il y a un autre désaccord qui porte sur l'idée qu'on se fait de la France, de la laïcité. La France, ce n'est pas une somme de communautés, ce n'est pas le communautarisme. Nous ne sommes pas dans un pays anglo-saxon. Et la laïcité, elle ne stigmatise pas. Elle protège. Et la République n'est en rien responsable du terrorisme. Voilà, c'est le débat. Mais mon rôle, si je suis élu par la primaire, grâce à une forte participation, et avec une dynamique, une force, un élan que la primaire me donnera, et vous verrez ce qui se passera, ça sera de rassembler. Ça sera de rassembler la gauche pour qu'elle soit présente au deuxième tour, parce que je ne veux Manuel pas. Valls, c'est important de le comprendre. Est-ce que vous pourrez rassembler les candidatures ? Est-ce que la gauche peut supporter une candidature comme la vôtre et la candidature d'Emmanuel Macron avec ce risque de ne pas accéder au second tour ? C'est une question simple. Quelle est votre réponse ? C'est une bonne question. Cette question, elle sera posée de nouveau au lendemain de la primaire. Le candidat issu de la primaire aura une force et une légitimité. J'en suis convaincu. Attention, tout le monde s'est trompé sur les pronostics. C'est pour ça que je prends très au sérieux cette primaire et que je veux convaincre, car rien n'est joué. Rien n'est joué pour la primaire, rien n'est joué pour la présidentielle. Mais ça veut dire... Vous êtes Fabien Amias, pas vous. Mais tous les commentateurs se sont trompés sur la primaire de la droite. On s'est trompé, évidemment, pas nous, mais sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Les peuples n'en peuvent plus qu'on veuille leur imposer des choix. Là, il s'agit pas de faire des pronostics, mais de voir que la gauche peut avoir des candidats. Je ne vais pas avoir la cruauté de sortir toutes les analyses sur la primaire de la droite. Donc, laissons passer cette primaire de la gauche. Je vois bien que certains commentateurs ou certaines personnalités politiques veulent la mettre en cause. Elle doit être une réussite et on ne doit jamais avoir peur de la démocratie et du peuple. C'est eux qui choisissent et c'est eux qui donneront l'élan. Et désigner, vous parlerez donc avec Macron après. Mais bien évidemment, mais pour créer les conditions du rassemblement, parce que je veux que la gauche soit au deuxième tour pour gagner. Je ne veux pas laisser le pays devant cette double option entre l'extrême droite qui briserait la République et la France, et François Fillon et sa purge libérale. Je ne veux pas. Et c'est ma mission, et c'est pour cela que je suis candidat, pas pour figurer, pas pour des débats avec des personnes, pas pour reconfigurer les formations politiques, mais pour redonner de l'espoir. Une société du travail, une nation éducative, évidemment, une République forte, une France juste, et j'ai les épaules, l'expérience, mais surtout la volonté d'amener les Français vers un nouvel horizon. Merci Manuel Valls. Vous restez avec nous puisque dans un instant, vous allez répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 qui nous appellent au 39 21 ou qui tweetent avec le hashtag E1 Macron. Merci Fabien et à demain.